Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues résistants, je commencerai par une note d'ambiance, histoire de la réchauffer un peu. Note d'ambiance, transport ferroviaire, suppression d'arrêts dans le Lot et la Creuse. Des élus bloquent des terrains. Ils seront convoqués à la gendarmerie, déférés au parquet, assignés à comparaître devant le tribunal correctionnel pour entrave à la circulation suite au dépôt de plainte de la SNCF. Quelques-uns de ces malfaiteurs feront l'objet d'une demande de mise sous contrôle judiciaire de la part du procureur de la République. C'est toujours en cours. La Poste. Le processus de réduction des quarts d'heure d'ouverture des guichets, de transformation des bureaux de plein exercice en agences postales ou points poste, de concentration des boîtes aux lettres des particuliers pour raccourcir les tournées, se poursuit. Il y a un mois, une trentaine de maires ruraux de l'Hérault, département menacé par la désertification, comme on sait, manifestent en écharpe devant le bureau de poste de Cruzy, menacé de fermeture. École. Fermeture de classes dans le Loir-et-Cher et dans la Haute-Vienne. Depuis, les communes rurales auront hérité du SMA, service minimum d'accueil. À ce jour, toutes les propositions d'aménagement de leur régime pour tenir compte des moyens réels dont ces communes disposent ont été refusées par le gouvernement et sa majorité. On en aura encore tout à l'heure une démonstration. À la fin de l'année dernière, les communes récalcitrantes seront déférées au tribunal administratif dans certains départements, comme le Var, que nous connaissons bien. Le tout nouveau tribunal administratif, d'ailleurs, s'est particulièrement distingué. Les affaires sont toujours pendantes en appel. Santé. Au nom des grands principes et des petites économies, la fermeture des maternités et des hôpitaux de proximité se poursuit. Là, c'est la Nièvre et le Finistère qui sont en première ligne. Par contre, toujours pas de mesures autres qu'incitatives prévues par le projet de loi HPST en cours de discussion pour enrayer la raréfaction des secteurs médicaux en zone rurale, problème qui a été évoqué tout à l'heure. Tout le monde connaît l'efficacité des mesures purement incitatives. TNT. Actuellement, grâce aux investissements des collectivités locales, 98% de la population reçoit la télévision terrestre analogique. La loi n'impose qu'une couverture de 95% pour la TNT, qui la remplacera fin novembre 2011. Si l'on en reste à la liste des réémetteurs qui devront être transformés par les opérateurs, selon la liste publiée par le CSA en décembre, 40% des départements ne seront même pas couverts à 91%, malgré l'engagement du gouvernement. Confirmerez-vous cet engagement, monsieur le ministre ? En tout cas, je suis assez bien placé pour savoir que tous les amendements visant à réduire cette injustice, présentés ici même lors de la discussion de la loi audiovisuelle, ont été refusés par le gouvernement et sa majorité. Premier argument de Madame la ministre de la Culture, je cite, « L'obligation de couvrir 91% de la population serait excessive, car actuellement, la couverture analogique pour l'ensemble des départements n'atteint pas 80%. » C'est totalement faux. Second argument, éviter des surcoûts supplémentaires pour les chaînes qui sont, je cite, « dans une situation économique difficile ». Sortez les mouchoirs. Je pourrais continuer, évoquer l'ingénierie publique euthanasiée par la RGPP, les problèmes de ERDF ou France Télécom, l'impact de la réforme de la formation des enseignants sur les antennes locales des IUFM, les transports sanitaires d'urgence, les problèmes de la gendarmerie, etc. etc. Cela n'ajouterait rien au tableau. Hier, aujourd'hui, demain, le constat fut, est, sera le même. Le service public en milieu rural poursuit son lent naufrage. La résistance opiniâtre de la population et de ses élus ne permet que de le ralentir. Alors même que le monde rural accueille de plus en plus de monde, une population d'origine urbaine et qui a donc les besoins des populations urbaines. Le tout sur fond de dénégation des gouvernements successifs qui, comme on sait, adorent le service rural, particulièrement en période électorale. Déclaration d'intention, promesses, charte des services publics en milieu rural, dont Simon Sutour a rappelé le caractère purement décoratif, se succèdent. Les pratiques restent inchangées. À quand un Grenelle pour un service public durable rural ? C'est tout à fait tendance, donc il faudrait y penser. Pourquoi en est-on là et comment pourrait-on en sortir ?
On en est là et on n'en sort pas parce qu'aucun des gouvernements qui se sont succédés depuis 20 ans n'a voulu tirer les conséquences de la prétendue modernisation du service public relevant des grandes entreprises publiques qui a été imposée au pays. Aucun n'a voulu en tirer les conséquences. Dans sa forme antérieure, aux années 90, le service public, c'est l'ensemble des services que la République doit à ses citoyens, non pour leur confort, mais pour leur permettre d'exercer réellement leur citoyenneté. Dans une République indivisible et sociale, selon l'article 1 de la Constitution, elle leur doit un service équivalent, assuré sur l'ensemble du territoire, fût-ce selon des modalités différentes. Assurer ce service public est donc une obligation politique de la puissance publique, financée directement par les budgets de l'État, des collectivités locales et des organismes sociaux, indirectement par les ressources que les grandes entreprises publiques tirent de leur monopole. Avec l'Europe du marché unique et de la concurrence libre et non faussée, le paysage change totalement. C'est au marché qu'il appartient désormais de produire et de distribuer les services. Le service public ancienne manière ne subsiste qu'à titre de concession temporaire à l'histoire et à l'archaïsme, exception culturelle, obligation de l'État unitaire, enfin, etc. Ces services peuvent continuer à être financés sur budget public, mais, comme on l'a dit tout à l'heure, des budgets d'État qui sont de plus en plus réduits. Autre concession à l'archaïsme, les services d'intérêt général ou les services universels selon la terminologie. Avec eux, le déploiement volontariste de services dans le secteur concurrentiel, mais délaissé par le marché, devient licite au prix de quelques acrobaties sémantiques, d'un peu de créativité budgétaire et d'ingénierie financière. Il est possible de financer les services indispensables dans les secteurs où le seul jeu du marché ne suffit pas. La solution passe par des fonds de compensation alimentés par l'ensemble des acteurs du marché concernés pour les services d'intérêt général ou universel et des fonds de péréquation publique pour les services du même nom assurés par des agents dont l'essentiel de l'activité se déploie dans le secteur concurrentiel. Par rapport au passé, cette modernité, vous le constatez, est une usine à gaz, d'où le peu d'entrain à la construire et plus encore à la financer. Mais, et c'est là le centre de la question, comment faire autrement si on entend vraiment sortir de l'impasse et de la guérilla actuelle? Comment faire autrement, sinon créer ces fonds et les alimenter? Ce que l'on attend du gouvernement, c'est une réponse claire à cette question. Veut-il mettre en place un système de financement pérenne du service public en milieu rural? Si oui, il doit, pour ceux qui relèvent de sa seule responsabilité, en tirer les conséquences budgétaires, je pense à l'éducation nationale par exemple, et pour les services assurés par les acteurs du marché concurrentiel, il lui faut chiffrer le surcoût service public mis à leur charge et en prévoir le financement. Nous en sommes loin, même là où ce serait le plus simple, comme avec la Poste, qui, et ce sera pour ma conclusion, qui me servira d'exemple.